The new thrilling adventure of Mace Brothers takes place in a future world of smoke and ashes of an ancient civilization destroyed by the machines. Its name? Cyborg Deadly Machine. It's the story of Stacy and Alex, united against a killing machine. They will be helped in their mission by some mighty friends to destroy the frightening cyborg. C'est l'histoire d'un groupe de résistants mené par Stacy, et ils sont à la recherche d'un homme appelé Alex Rain. Tu es celui que je cherche. Suis-moi. Cet homme a en sa possession une intelligence artificielle, Barry, qui peut mettre fin à la guerre contre les cyborgs. Et voilà comment on passe de zéro à héros. Mais un cyborg est à leur trousse avec la ferme intention de les exterminer. C'est quoi le plan maintenant? Tuer cette putain de machine. Be sure to check out this love letter to the 80s and 90s action and sci-fi movies by Mace Brothers. Action. Cyborg Deadly Machine, c'est vraiment une lettre d'amour au cinéma de science-fiction des années 80-90. Des films comme Terminator, Alien ou Predator. T'as pas une gueule de porte-bonheur. C'est écrit et réalisé par le collectif Mace Brothers. Alors Mace Brothers, en fait, c'est une bande de potes à la base. Voilà, on est tous copains depuis les années collège et lycée. Et à cette époque-là, on tournait déjà des films. Et aujourd'hui, en fait, c'est juste le prolongement de tout ça. On en a tourné une multitude et on avait fait un qui s'appelait le soldat cybernétique, avec David qui incarnait lui-même en fait le robot. Ouais, c'était moi le Terminator. Un grand moment. Même journée, même merde. Alors c'est un projet qui est né il y a 2 ans. Au départ, ça devait être juste une fausse bande-annonce de film, hein, comme on a l'habitude d'en faire quelques-unes sur notre chaîne. Et puis très vite, on s'est dit tiens, pourquoi pas en faire un court-métrage et tenter l'expérience d'un crowdfunding, en fait, d'un financement participatif. Sounds cool, man. What's the name? Cyborg Deadly Machine. I can't wait to see that. Yeah, but to do it, we need a little bit of money. Oh. Shit. Back Cyborg Deadly Machine on Kickstarter now. Et de là, on a fait financer un court-métrage qui est devenu en fait un moyen-métrage. Et d'ailleurs, on tient à remercier les 192 contributeurs qui ont aidé à produire ce film. Des contributeurs qui sont d'origines différentes, donc Amérique, Europe, Australie, Nouvelle-Zélande et d'autres pays. Alors Cyborg Deadly Machine, c'est clairement un hommage au premier Terminator de James Cameron. La séquence d'ouverture est dédiée un petit peu à ce film, justement, avec la partie maquette et le générique qu'on a repris, mais aussi à toute cette vague de films de science-fiction des années 80, fin des années 80, début 90, avec des films comme Cyborg, par exemple, de Albert Pyun, avec Jean-Claude Van Damme. Mais aussi Nemesis, Classe 99. Forcément, Alien, Predator pour les clins d'œil. Et à côté de la partie cinématographique, en termes de références, il y a eu aussi des références dans le monde du jeu vidéo, comme Street of Rage ou Contra. Et puis aussi dans le monde du dessin animé, comme Pole Position par exemple, ou même Jace et les Conquérants de la Lumière. Les mêmes réponses pour la poêle. Non, je déconne. À l'époque, je jouais au jeu PUBG et on cherchait un ustensile pour accompagner Alex. Du coup, on a pensé à la poêle. Vif argent pour Dynamite Joe. J'ai le regret de vous annoncer que vous allez devoir me supporter encore quelques temps. Disons que c'est un scénario qui a été écrit à 3 paires de mains. Et avec des versions qu'on s'est envoyées les uns les autres, avec des corrections, des suggestions. Et à chaque fois, c'était un peu épuisant parce que chaque fois on avait des nouvelles idées et il fallait faire le tri dans tout ça. C'est exact.
Alors le casting du film, c'est essentiellement l'équipe de Maes Brothers et les acteurs que vous pouvez déjà voir dans nos vidéos sur la chaîne. Il y a eu un casting qui a été fait aussi pour, par exemple, le personnage de Stacy. Ça, c'est un casting ouvert qu'on a lancé sur Facebook. Oui, j'ai répondu donc à une annonce sur Facebook. Donc, c'est le groupe Maes Brothers qui avait posté cette annonce et qui recherchait le personnage féminin de leur prochain projet. Un personnage qui ressemblerait de près ou de loin à Sarah Connor. Alors Stacy, c'est une guerrière voilà, qui est une meneuse de groupe, une meneuse d'hommes, qui n'a peur de rien, elle n'a pas froid aux yeux, elle fonce. Mais c'est aussi un personnage qui a beaucoup de sensibilité. On se rend compte en fait dans le film qu'elle a un passé douloureux et elle le montre. Alors elle le montre pas à tout le monde, elle le montre dans l'intimité pour elle-même. Mais voilà, on se rend compte que c'est aussi une personne qui a des failles et que c'est pas pour le coup une machine. Et que du coup, elle fait ça aussi parce qu'elle a des choses à régler, elle a une vengeance à prendre. La joie et les sourires sont devenus peine et souffrance. Je te promets. Magnatron sera détruit. Alors j'interprète le personnage d'Alex Rain, un ancien militaire sur le retour qui s'est reconverti en cuistot. Petite référence à Kaiser Ryback dans Piège en haute mer. Vous êtes un type des forces spéciales ou un truc comme ça? Non, moi je suis cuisinier. Il parcourt le monde à la recherche d'ingrédients pour finir et faire l'ultime sauce tomate. Berry tomato. Start with the freshest tomato. Chop to get a chunky sauce unlike any other. Then blend it with herbs and spices to give you the taste of life. Il est accompagné par Barry, son petit androïde qui l'accompagne partout. J'ai une petite question, Alex. Es-tu au courant que des gens se font tuer dehors pendant que toi, tu te préoccupes du goût de ta putain de sauce tomate? Bonjour, Monsieur Rain. Ravi de faire enfin votre connaissance. Je joue le personnage de Garrett, donc le scientifique un peu fou, qui aide les résistants à essayer de détruire Magnatron, et donc il va trouver la solution avec l'aide de Barry. Le C030. Il est enfin sous mes yeux. Et en plus, il parle. Voilà, Garrett, c'est un peu le personnage, un mix entre Spengler de SOS Phantom et Freeman de Half-Life, pour ceux qui connaissent. Et voilà, il est assez taré pour aller affronter le cyborg avec les armes, sachant que c'est un scientifique à la base. Qu'est-ce que vous faites avec ce fusil? Je veux un cobaye. Je veux lui botter les pistons et nous le ramener, Monsieur West. Alors j'interprète West, donc, qui est un scientifique qui seconde Garrett pour trouver une arme pour vaincre les machines. Et ce personnage est une référence à Herbert West dans le film Reanimator. Excellent. Dans le film, j'interprète le personnage de Reese, qui fait partie de l'escouade de Stacy. On est les premiers à affronter le cyborg. Et d'ailleurs, Reese est une référence au film Terminator. Kyle Reese, je suis là pour te sauver. Force d'intervention, matricule 38416, chargé de ta protection. Tu es la cible du Terminator. Action. On a été très bien entouré sur ce projet. On a vraiment eu beaucoup de chance d'avoir des comédiens vraiment bons, que ce soit pour la figuration ou les seconds rôles. Tu dis quand t'es bon. Allez, ça tourne. Action. Il faut savoir que le cyborg, ce n'est pas qu'une personne qui a porté ce costume, mais une dizaine de personnes différentes. Donc c'était marrant parfois de se retrouver dans les tournages et de voir le même comédien jouer à la fois le rebelle et porter le costume du cyborg. Le décryptage a l'air de fonctionner. Monsieur West, on va peut-être y arriver. J'ai fait appel à des comédiens de doublage, des comédiens de doublage que moi j'affectionne depuis gamin. En seulement 3 ans, Magnatron a détruit la moitié de la population mondiale, installant peu à peu le chaos sur Terre. Je suis allé chercher Michel Vignet, avec qui j'avais déjà travaillé. Tu sais quoi, t'as vraiment une putain de sale gueule, mec. Les temps changent, John Campbell. C'est à ton tour de payer les dettes. Voilà, qui est la voix de Mickey Rourke, le Chouyen Fat. Tu peux encore te rattraper.
T'attrapes un flingue et tu te bats avec moi. Bande d'enculés! Éric Legrand, qui est le fameux Vegeta dans Dragon Ball. Bien. Quand on veut que les choses soient bien faites, mieux vaut les faire soi-même! Qui interprète Garrett. T'as vraiment pas une gueule de porte-bonheur. Il y a Mark Lesser, Joey dans Friends. Tu es le meilleur ami que tout homme aurait aimé avoir. Qui fait le personnage de Booker. Ça sent le poulet grillé ici. Et Jean-François Bléric, alors ça c'était très important parce qu'il nous fallait une voix pour le personnage de Barry, qui est le sidekick du héros. Salut, je suis Barry, la réponse à tous vos problèmes cybernétiques. Qui était pour moi à l'image du héros Johnny Five dans Short Circuit, doublé par Jean-François Bléric. Extraordinaire! Communiquer, demande info. J'ai des questions, des interrogations, des énigmes. Ouais, bah moi aussi. On a eu aussi Nicolas Gruber, qui est un comédien imitateur, qui nous a proposé d'autres voix additionnelles. Faut qu'on dégage. Ils vont nous localiser. Joe, ici encore une fois. Nicolas Gruber, enchanté. Bonjour, bonjour, depuis Toulouse. Alors, il faut quand même que je vous montre le dispositif particulier que j'ai adopté pour enregistrer les voix. Donc on est parti. Attention, regardez ça. Dans le couloir de mon appartement, ce qu'on a. Voici ce que ça donne. L'installation de fortune. Chef, faut vraiment qu'on dégage. Ok, bouge pas ma belle, on arrive. Et pour la partie anglaise, on a fait appel à 2 comédiens, John Martinez, qui nous a fait 8 voix dans le film. Hey Jack, what do you get when you cross a robot with a tractor? A fucking transformer! We have to get out. They're going to find us. Maybe I should hit less hard. It doesn't seem that way to me. Same shit, different day. Et Sarah Ruth Thomas, qui a fait la voix de Stacy. We're gonna kill those fucking machines. You won't die for nothing. On va en finir avec ces putains de machines. Vous ne serez pas mort pour rien. Ça a été super de travailler avec ces personnes-là. Ça n'a pas été facile parce qu'on était en période de confinement quand on a lancé les enregistrements. Donc on a travaillé comme on a pu. Et ils ont été disponibles et ils ont été adorables tous. Pour les combats et les cascades du film, c'est la Team Cascade 31 qui est basée sur Toulouse qui s'en est occupée. Voilà, elle a pris en charge la fameuse séquence des pilleurs où Alex Rain vient sauver Stacy et la séquence où Alex affronte le cyborg à main nue. Alors Team Cascade 31, du coup on est une association, même une école cascade, chorégraphie combat, artistique. Alors ce qui était intéressant pour nous, et c'est vrai qu'on l'a pris comme un défi, c'est qu'on a, hormis la distance, parce que nous on est de Toulouse, on avait très peu de temps, et, parce que déjà avec Mathieu le réalisateur, on s'est contacté je crois à peu près 2 mois avant. On avait décidé de mettre un combat assez aérien, donc notamment avec Thomas qui fait pas mal de coups de pied. Sur les 2 séquences, j'ai fait la doublure de David. Donc j'étais quand même assez à l'aise parce que j'ai un bon bagage au niveau taekwondo. Je suis ceinture noire 3e dan et instructeur. C'est déjà orienté comme ça, mais là tu vois qu'il sort de sa cachette, donc en gros tu avances en même temps. Dans les scènes de combat en cyborg, c'est assez difficile de bouger parce que c'est vrai que la visibilité n'était pas très bonne avec le costume. T'as bien chaud dessous, tu transpires. Mais le fait d'avoir beaucoup travaillé avec mon partenaire qui faisait la doublure, du coup c'est un peu plus facile. Pour ce personnage, c'est vrai que c'était pas forcément évident avec la chaleur, plus la combinaison et le masque. Et le sol, avec les Rangers, de pouvoir faire des acrobaties aussi amplement qu'en dojo. Mais c'était un bon challenge. Ça tourne. Action. Explosion. Alors, outre la partie logistique,
donc régie et maquillage. Pour parler vraiment de la partie purement technique pendant les tournages, on fonctionnait en binôme, donc avec Mathieu, qui lui s'occupait de la partie réalisation et cadre. Et à côté de ça, je m'occupais de l'éclairage. Donc pendant les tournages de la photographie, c'est-à-dire de gérer comment éclairer les personnes et les décors pendant les séquences. Alors pour l'aspect technique, on a eu la chance d'avoir une société qui nous a prêté un peu de matériel. Donc c'est la société VBC Productions que je remercie, voilà, qui nous a prêté de la lumière, un peu de machinerie. Action. Je voudrais remercier le réalisateur pour avoir voulu intégrer un effet dans une scène, notamment la scène de l'affrontement final entre Stacy et le cyborg. Voilà, un effet de lumière stroboscopique qui donnait de l'intensité à la scène. Voilà, par manque de temps, de moyens, la seule solution que nous avons trouvée, c'est celle-là. Saloperie de machine. Il a un truc, c'est que le masque, son défaut, c'est qu'il a les yeux qui sont vers le haut. Donc à chaque fois, pour tricher, ça va être de baisser un peu la tête. Toi, t'as vraiment... Alors pour la partie costumes et accessoires du film, pendant la phase de pré-production, je me suis occupé de toute cette partie-là. Et très vite, Steph Fabio a intégré l'équipe et nous a proposé en fait justement de nouvelles armes qu'il avait confectionnées, notamment la Gatling, la fameuse qu'on voit dans Terminator 2. Et il a aussi réalisé le T800, que nous on a renommé C800 pour la scène hommage au début du film. Ce qu'il en reste, parce qu'il a pris vraiment cher avec les Mass Brothers, je peux vous le dire, lui. Il me reste que la tête qui a été réalisée après un moulage en résine, mais le corps a été constitué de mousse en polyuréthane, de latex, de silicone, de métal et de bois. Je suis Steph Fabio, props designer pour la société Sci-Fi Props Movie que j'ai créée il y a une dizaine d'années. Un props dans la langue de Shakespeare, la langue anglo-saxonne, c'est une manière argotique de dire accessoire cinéma. Donc ça peut partir d'un buste, d'un bras, d'une jambe, d'un couteau, d'une arme de poing qui peut servir pour tout ce qui a trait au 7e art. J'ai donc aussi réalisé les griffes rétractables du cyborg du film, du cyborg principal. Je les ai conçus à partir de ceci, des bâtons de glace. À la vanille, au chocolat, fraise noisette et caramel. Il y a eu aussi le bras porté par les cascadeurs. Ça aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Hein. Il a été fait entièrement en PVC aussi. L'animatronique, mais qui n'est pas une animatronique puisqu'elle n'est pas motorisée, c'est un buste, en fait, un mannequin du cyborg que l'on voit à la fin du film quand il revient tout détruit. Ça, c'est fabriqué à partir de schémas que j'avais envoyés justement à Fred Washman de la société Atelier FX Déco qui se trouve sur Paris, qui a utilisé une imprimante 3D et qui a après réassemblé, repeint le mannequin. Ouais, alors le buste en fait s'enclenchait sur un harnais en bois que je mettais sur les épaules. On mettait la veste du cyborg par-dessus et ensuite, grâce à une petite manivelle, je faisais pivoter la tête. Alors évidemment, comme j'avais le buste face au visage et que j'avais la veste par-dessus, j'avais vraiment aucune visibilité et j'étais guidé par le réalisateur, les acteurs, par tout le monde en fait. Et action! Avance, avance, avance. On réessaye. Action. On a eu aussi des effets gore qui ont été réalisés par une artiste, Anne-Sophie Chambetaz, qui a réalisé notamment l'œil de Garrett quand il se fait prendre un coup de griffe par le cyborg. Mais après, ça a été beaucoup de bricolage aussi, avec l'utilisation notamment d'abats en fait, récupérés en boucherie pour faire les boyaux de West. Voilà, donc ça a été... Voilà. Il y a eu beaucoup de système D dans ce film. Action. Snake. Quoi? T'as vraiment une sale gueule, mec.
Donc voilà, l'enjeu du film, c'était effectivement d'avoir des effets spéciaux un peu plus traditionnels, du moins essayer, hein, parce qu'on ne peut pas s'écarter du numérique, mais ce qui était important pour nous, c'était de contextualiser le film sous forme de maquette. Alors pour la création de maquettes, au départ, on comptait passer par un artiste vraiment spécialisé pour ça. Malheureusement, pendant le projet, ça n'a pas pu se faire, donc il a fallu improviser. Donc avec Mathieu, on tâchait de reprendre cette partie nous-mêmes carrément, aidés par la famille et les amis. Avec ce que l'on pouvait trouver sur eBay. Donc on a assemblé des maquettes et pendant un week-end, on a tourné les fameuses séquences de décors que vous retrouvez pendant le film au début, qui situent un peu l'environnement, un peu le futur, un peu apocalyptique. Et également la scène de la fin, vous voyez la base de Magnatron, c'est pareil. Alors c'est ça, Magnatron. Oui, et c'est ici que tout se termine. Alors pour la partie robot, vu qu'on n'avait pas les moyens de faire fabriquer des robots sur mesure, on a détourné des jouets donc de films connus tels que Terminator ou Alien. Et par exemple, pour les connaisseurs, à la fin du film, quand on voit Barry qui revient en mode super robot, la figurine qu'on a détournée pour le super robot, c'est le fameux Power Loader dans Alien le Retour. Ne la touche pas, sale pute! Pour les décors, c'est essentiellement des friches qui sont situées ici dans le sud, qui constituent un peu l'univers de Cyborg. Mais il y a un endroit qui me tenait à cœur à filmer, c'était notamment pour la scène finale, c'est le barrage de Malpasset. Donc c'est un barrage qui a été détruit, qui a inondé la ville de Fréjus dans le Var. Le barrage a été littéralement éventré par les 50 millions de mètres cubes d'eau. Pour la petite anecdote, j'avais mon grand-père qui habitait Fréjus à cette époque-là et qui a sauvé ma mère et ma tante de la montée des eaux en les faisant monter sur un toit pour faire éviter la vague qui arrivait et qui se déversait dans la ville. Et j'ai appelé Eric Goron qui a fait les prises de vue en drone, justement pour qu'on ait vraiment une impression, qu'on voie la fracture du barrage et de situer justement cette scène finale avec nos deux héros qui sont devant à l'assaut de Magnatron était vraiment symbolique pour moi. Alors pour moi, c'était la première fois que je me rendais sur ce site. J'en avais déjà entendu parler, mais je n'y étais jamais allée et c'est vrai que c'était assez impressionnant. Je ne m'attendais pas à avoir vraiment un tel endroit. Il y a un côté un petit peu hors du temps quand on s'y rend. Il faut marcher un bon moment et nous, on est arrivés par en haut, donc c'était vraiment impressionnant de surplomber le lieu comme ça. Ça faisait même un peu peur d'accéder jusqu'au barrage, vraiment d'être au-dessus. Et ça, je pense, jouait vraiment dans le côté grandiose de la fin et du final du film. En tout cas, pour nous, c'était un super moment. C'est beau, ça. Tu te rappelles, tu me faisais des bruits là. Un peu de mouette. Ah ouais. C'est bon. Ah mais du coup ils en ont plein, ça va. Allez, non c'est bon, pas besoin de plus. Désolé. Alors, je pense qu'il ne doit pas y avoir un plan qui n'est pas truqué dans Cyborg Deadly Machine. Il y a de nombreux effets spéciaux, ne serait-ce que déjà sur le rendu de l'image. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment redonner cette idée de grain et de vieux films des années 80-90. Donc il y a beaucoup de travail là-dessus, sur la colorimétrie déjà, mais sur les effets spéciaux, c'est pas forcément dans des effets de tir ou des effets d'explosion que ça a été compliqué, mais plutôt sur des scènes pour masquer. On a tourné dans des friches qui étaient très taguées, et le problème c'est qu'à l'image on voyait que ça. Avec ça, tu feras moins le malin. Alors mon travail sur les effets spéciaux a consisté à truquer une certaine quantité de plans. Par exemple, les plans que vous voyez avec Barry, mon travail là, dans cette partie-là, consistait à incruster la tête de Barry, le visage de Barry sur cette petite télé et à l'animer pour rendre le personnage vivant. Alors, tu as perdu quoi aujourd'hui, Alex? Et de truquer certains plans, par exemple les plans que vous voyez, l'hélicoptère qui vole, vous vous doutez bien qu'on n'avait pas le budget pour louer un hélicoptère.
Le fameux plan où Alex arrive à la fin pour sauver Stacy contre le cyborg, vous voyez qu'il arrive avec une sulfateuse, il a fallu justement faire croire qu'on avait une sulfateuse qui tourne et qui tire dans tous les sens. Donc, voilà. Alors pour la séquence de rétro gaming, l'idée c'était de montrer une séquence du point de vue du personnage de Barry, qui est fan de jeux vidéo. D'ailleurs je le rappelle, au début du film, on le voit jouer à Robocop vs Terminator. Alors concernant le travail pour cette séquence, les sources d'inspiration étaient des jeux comme Street of Rage ou Contra. Et puis il y a une petite référence qui est amusante aussi, c'est le moment où vous voyez Alex en fait qui balance des poils. On trouvait que c'était marrant de le faire. Mais la manière de le faire en fait, c'était une référence à des jeux comme Ghouls and Ghosts ou Ghosts and Goblins. Quand j'étais gamin, mon frère se gavait pas mal à ça. Et du coup, je pensais à ça en tout cas pendant que je réalisais cette séquence-là. Dragon Force Extreme Power Metal is the Ça devient un peu une signature chez nous, parce que c'est pas la première fois qu'on réalise ce genre de séquence en rétro gaming. Mais ce qui est plutôt cool, c'est que ça touche un peu l'animation presque traditionnelle. Il fallait pour ces séquences-là dessiner en pixels, donc chaque personnage et les mouvements. Alors pour la partie animée qu'on retrouve à la fin du film, donc là le travail a été de faire de l'animation traditionnelle, un peu plus poussée que ce qu'on voit dans la séquence en rétro gaming. Et ce qu'on avait comme référence, en tout cas quand on avait fait ça, c'était les dessins animés d'époque. Si vous regardez ces génériques-là, ils étaient vraiment magnifiques. Pour la partie crédit de la fin, où les personnages sont plus en pause, en arrêt sur image, je pense que ce qui m'a influencé là-dessus, c'était les comics que j'avais pu lire quand j'étais un peu plus jeune, comme Spider-Man par exemple. La période où je les lisais, il y avait des dessinateurs comme Eric Larsen ou Todd McFarlane qui dessinaient vraiment les personnages avec des postures pas réalistes, mais vraiment, en tout cas très esthétiques. C'est pour ça que vous voyez les personnages super bodybuildés, c'est un peu, je pense que c'est l'un de là. Tout le film a été entièrement post-synchronisé. Il n'y a pas eu de son direct pris lors du tournage. Tout d'abord parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir un ingé son, mais surtout parce qu'on avait deux versions à livrer, une version anglaise et une version française, et que c'était aussi un parti pris artistique. C'est Benoît Michel qui s'est occupé du mixage, et il a fait un super boulot, justement pour équilibrer tous ces bruitages que je lui ai envoyés, plus ses voix, plus les voix aussi directes, parce que les acteurs Dave Trix, Aurélie Alloy ont interprété leurs personnages et ont refait leur doublage. Nous avons trouvé une arme qui pourrait détruire Magnatron. Pour moi, c'était un exercice tout nouveau. Je m'étais jamais doublée sur un film, et là, vraiment, il y avait donc tout le texte dans son intégralité à doubler. J'avais vachement le trac, j'avais peur du coup de ne pas être en accord avec ce que j'avais joué au moment présent. Voilà, donc il fallait retrouver du coup l'accord entre la voix et le jeu. Donc c'était intéressant, c'était vraiment un bon exercice, je suis très contente de l'avoir fait. Rejoins-nous, nous sommes sur le point de vaincre les machines. Désolé, mais c'est loin derrière moi tout ça. Et Mathieu, qui croit vraiment en son équipe et qui croyait beaucoup en moi, m'avait proposé du coup de me doubler en anglais, de faire la version anglaise. Donc c'était un gros challenge pour moi. On a essayé, on est allé jusqu'au bout et on a finalement constaté que c'était pas la meilleure idée qu'on ait eue et que du coup il était plus judicieux de faire appel à une pro pour le doublage en anglais. Mais bon, on aura beaucoup rigolé et ça c'était chouette. Yo, Robo bitch! Let's play. Alors la musique du film, elle est composée par l'artiste Météor et Fiction. Pour la petite anecdote, Fiction, Vincent Cassard interprète le chef des pilleurs dans la séquence au début du film. Putain de machine de merde! Putain de machine de merde! Voilà, on avait déjà travaillé avec ces artistes sur nos précédents projets, mais à l'époque on puisait un petit peu dans leur catalogue. Là, grâce au crowdfunding et nos contributeurs, on a pu s'offrir un vrai score. Donc Météor, lui, s'est occupé un petit peu de la partie
plus résistance, voilà, les humains. Et fiction, lui, c'était plus le côté machine. Je montais les séquences avec la musique de Terminator ou du jeu Blood Dragon et je leur envoyais ça et eux me refaisaient une interprétation et c'est comme ça qu'on a travaillé. Pour la musique de fin, là, c'est un de nos associés producteurs, Jeff Saker, qui nous a trouvé un artiste new-yorkais. Son groupe s'appelle Magic Dance et il a posé sa voix sur une des musiques de Meteor. Et l'idée, c'était de se rapprocher de ces musiques de générique de dessin animé ou de fin de film, avec un chant très rock pour le coup. Voilà. Smash Brothers, c'est une histoire familiale. Mon anecdote personnelle, c'est qu'à la fin, dans le générique de fin, quand vous voyez la petite pub sur les jouets du film, le petit garçon qui est dans cette pub, c'est mon fils. Que ma femme joue l'un des soldats qui se fait tuer par le cyborg. Elle fait un petit peu référence à Vasquez dans Alien le Retour. Ma fille joue aussi dans une séquence, mais elle est tellement petite que la caméra passe au-dessus. Et que c'est tellement une histoire familiale que le réalisateur Mathieu Caillère est le parrain de mon fils. Le premier jour de tournage, on avait tout préparé, tout était calé. On avait un super lieu, c'était un sanatorium abandonné. On arrive le premier jour, voilà, je me pointe avec toute l'équipe et là je découvre qu'il y a les anciens du sanatorium qui faisaient une fête pour la commémoration du lieu et que le maire de la ville allait débarquer et tout ça. Donc le temps de discuter avec eux, d'essayer de dire bah voilà on tournera à l'intérieur machin parce qu'on ne pouvait pas avoir d'autorisation, c'était impossible. Là c'est la police qui carrément est venue et nous a dit bah, vous êtes gentils, maintenant vous ressortez. Et du coup on est reparti, on a quand même réussi à sauver une partie de la journée et à faire une petite séquence. Mais là, arrivé sur place, on est tombé malheureusement sur 2 alcooliques qu'il a fallu gérer sur la toute première séquence. J'ai plein de souvenirs de ce tournage, mais celui que j'aimerais partager avec vous, c'était l'été 2019. On a tourné à Fréjus, dans un hangar, et puis ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Du coup, moi, j'ai attaqué en début d'après-midi, on devait terminer vers 22 h, et au final, pour ma part, j'ai terminé, je crois, vers 4 h du matin. Voilà. Exactement, il est 7h39 du matin. On va faire une sieste et puis on va reprendre la suite du tournage d'ici quelques heures. Voilà. On avait fini tard, en fait, tout le monde était très fatigué. Et je vois Cyril, qui est quasiment HS, en fait, qui gérait un effet d'éclairage stroboscopique. Donc il avait un multiprise comme ça, et il était tellement fatigué que je lui ai proposé justement de prendre sa place. Et il me répond, il reste comme ça, il me répond, il me dit non, mais dès que j'entends du bruit, j'actionne le truc, t'inquiète quoi. Et il est en PLS au fond là. J'ai retrouvé Alex Rain endormi sur un canapé entre 2 prises. Voilà, on était tous fatigués, mais tous super contents de le faire. Ça nous fait un super bon souvenir. On est contents de le partager à chaque fois. Merci à Mamie, à Gisèle, voilà, sans qui ce film n'existerait pas. Donc bravo à tout le monde et je voulais... Sympa ta piole, faudrait que tu montes ta cuisine. Bon, c'est lent. Je l'aurai derrière. Alors je t'avais fait à De Niro aussi. Ah, ça tu sais faire De Niro. Pas mal ça. Oui, il sait faire De Niro. Désolé. Vous êtes chaud pour qu'on y retourne.
Oui, moi ouais. Allez. Oh putain. En route pour l'aventure. Bonne gueule.